Quoi? Aujourd'hui, on va parler des exoplanètes. Et pour la première fois dans l'histoire de la chaîne 12 par sec, tout ce que je vais vous dire sera véridique. Il n'y aura pas une connerie, les gars. Enfin, normalement, hein. Après, j'ai pas vérifié. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver, c'est vrai. Merci beaucoup d'être là encore une fois. On a passé la barre des 70 000 abonnés. Franchement, c'est mortel. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode que j'attendais depuis longtemps parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que toutes les autres vidéos parlaient de sujets qui m'intéressaient pas en fait. C'est pour ça que je disais que des conneries. On va parler des exoplanètes, les planètes qui sont en dehors du système solaire. Elles sont très nombreuses, elles sont très différentes et elles sont très nombreuses. Il y a masse de choses à dire sur nos lointaines voisines qui sont partout, qui sont absolument partout. Où qu'on regarde, on les voit, c'est comme les Chinois. Faut juste savoir qu'aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans l'univers. Ça fait quand même un bon paquet. C'est parti ? J'ai vu que dans la vidéo précédente, il y en avait qui avaient remarqué mon nouveau générique que vous venez de voir là, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup mon Camé, il t'a géré. Ah bah, c'est pas moi qui l'ai fait, d'autres choses de fou. Pour comprendre ce qu'est une exoplanète, ce qu'on appelle aussi planète extrasolaire, bah c'est pas bien compliqué. Une exoplanète est tout simplement une planète située en dehors de notre système solaire. C'est une planète qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. C'est-à-dire que finalement c'est assez simple. Au niveau de la localisation dans la galaxie, il y a deux sortes de planètes. Les planètes de notre système solaire, elles sont 8, comme les 8 pierres d'infinité dans Marvel. Oui, bah elles sont 6, et bah écoutez, voilà, je sais pas commettre d'autres. Et les planètes situées en dehors du système solaire. Et là, elles sont des dizaines, voire des centaines de milliards. Elles appartiennent chacune à leur propre système planétaire et à leur propre étoile, donc elles ont aucun rapport entre elles. Mais de notre point de vue à nous, d'un point de vue sémantique, on les met toutes dans le même paquet, dans le même panier. Qu'elles soient proches, lointaines, grosses, petites, gazeuses, telluriques, on les appelle toutes des exoplanètes. Et les exoplanètes, maintenant en 2019, on en a découvert un très grand nombre. Combien il y en a? On en est quasiment à 4000 actuellement découvertes, ce qui est quand même pas pire. Et ça continue au moment où je vous parle, depuis le début de l'année, il y en a déjà une petite poignée aussi qui ont été découvertes, ou plus exactement confirmées. Quand on nous parle d'une découverte d'une nouvelle exoplanète, bon bah pour la plupart du temps, on savait déjà qu'elle était là depuis plus ou moins longtemps, mais on avait besoin de le confirmer. Pour imaginer à peu près combien de planètes on pourrait avoir dans notre galaxie, la Voie lactée, on pourrait faire un petit calcul un peu à la louche, comme j'ai l'habitude de faire. En ayant observé des petites parties du ciel et au vu des résultats, on peut faire des projections. On sait que dans notre galaxie, il y a à peu près 200 milliards d'étoiles, voilà, à quelques millions près, on va pas chipoter, commencez pas à faire chier. Ensuite, au niveau des planètes, d'un côté, il y a peut-être pas de planète autour de chaque étoile, mais de l'autre côté, il y a aussi des systèmes avec une étoile et plusieurs planètes. Bah ouais, pas bête. Comme nous par exemple, ou encore le système de l'étoile Trappiste, qui est un système qu'on a découvert il y a pas longtemps, avec 7 planètes, qui sont situées à environ 12 parsecs de nous. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2015, la NASA avait fait une annonce un peu de ouf là, en mode attention les gars, arrêtez tout, on a fait une découverte de malade. On a trouvé des planètes, tout ce que c'est qu'il pourrait peut-être y avoir de la vie dessus. En plus, c'est à 12 parsecs d'ici, vous vous rendez compte, comme la chaîne YouTube. On est trop fort, ça va peut-être révolutionner tout ce qu'on croyait et tout. Et en fait, non, ça a pas révolutionné des masses. Vous avez aussi le système 55 CNC, qui est un système de 2 étoiles et 5 planètes. Et il y a aussi le système Phash, composé d'une étoile Phash et d'une planète du même nom, Phash, sur laquelle vivent les Phashish, la race qui a le nom le plus con de tout l'univers étendu de Star Wars. Enfin donc voilà, des systèmes planétaires autres que le nôtre, on en a déjà découvert plusieurs. Par contre, ce qui est assez ouf, c'est que tous les systèmes multiples qu'on découvre ont toutes des planètes qui se trouvent beaucoup plus proches de leur étoile que nous. Les systèmes sont plus compacts. En même temps, c'est normal, les étoiles sont souvent beaucoup plus petites que le Soleil. L'étoile Trappiste 1, c'est ce qu'on appelle une naine ultra froide, elle est beaucoup plus petite que le Soleil, elle fait genre 10% de sa masse. Alors que les planètes soient plus près, ça peut paraître un peu logique. De toute façon, ça peut pas paraître illogique puisque c'est comme ça, donc ferme-la. Donc pour vraiment ultra simplifier tout ça, on voit les choses en gros, on pourrait dire qu'il y a à peu près une planète par étoile dans la galaxie. Voilà, on coupe la poire en deux. Ce qui nous ferait, d'après ce calcul à la pointe de la précision, 200 milliards d'étoiles, une planète autour de chaque étoile, égale 200 milliards de planètes. Et si l'on multiplie ce chiffre par les 200 milliards de galaxies connues dans l'univers, oui c'est le même chiffre, écoutez c'est comme ça, c'est encore un coup des Illuminati, ou des Chinois. Ça fait donc 200 milliards fois 200 milliards égale 40 000 milliards de planètes. Et là j'ai pas oublié de zéro bordel, enfin je crois pas, recompter quand même. Alors faut savoir que avant 1995, date à laquelle on a découvert la toute première exoplanète, on s'en carrait un peu en fait. C'était pas un sujet de recherche majeur. C'est-à-dire si vous alliez voir le patron à la NASA pour lui parler un peu de tout ça, ce serait passé un peu en mode bon là patron faut y aller, il faut développer des nouveaux télescopes là pour gérer les vitesses radiales, l'astrométrie, tout ça, pour faire de la coronographie, pour gérer un peu tout ce qui est optique adaptative, pour découvrir les autres planètes quoi. J'ai rien compris.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait maintenant essayer de découvrir des planètes en dehors du système solaire. Ah oui, d'accord, oui. Bah ouais, c'est important. Ah oui, non mais je m'en fous de ça, c'est... Ouais, mais voilà, c'est chiant, parce que voilà, mais ça se passait comme ça en fait. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y en avait, hein, ça c'est pas un problème, ça faisait même plusieurs siècles qu'on avait prédit le truc, mais on pensait qu'on allait les découvrir beaucoup plus tard. Et tout a changé en 1995 avec la découverte de la toute première exoplanète par une énorme équipe composée de 2 personnes, Michel Mayor et son étudiant de l'époque, Didier Queloz ou Kellogg's, qui la découvre en France, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la France. Et vive la France. Et ouais, qui la découvre à l'Observatoire de Haute-Provence, hein, pas très loin de là où je me trouve, hein, enfin c'est plutôt par là, là c'est les chiottes donc... Et nos 2 compères découvrent donc une planète qui tourne autour de l'étoile 51 Pégasi B, une étoile de la constellation de Pégase, d'où le nom Pégasi, hein, si vous n'êtes pas trop con, vous avez compris, à 50 années-lumière de nous. Alors au départ, bon, les mecs, personne les croit. Les gens disent non mais là les gars, vous racontez de la merde. Alors le Michel il a répondu déjà, tu vas te calmer, tu vas vérifier par toi-même, tu vas voir que je dis pas de la merde. Non mais c'est vrai que c'est une découverte qui fait un peu débat pendant plusieurs mois parce que si vous voulez, même si vous voulez pas d'ailleurs, selon les calculs, c'était une planète géante gazeuse, un petit peu moins grande que Jupiter, mais géante quand même, qui se trouvait plus proche de son étoile que Mercure l'est du Soleil. Il faisait tellement chaud à la surface que clairement la vie était impossible. Déjà c'est une planète gazeuse, donc pour construire des villes à la surface, bah c'est pas évident. Mais c'est pas impossible, hein. Par exemple dans le documentaire Star Wars épisode 5 l'Empire contre-attaque, bah on voit une ville au-dessus d'une planète gazeuse. En tout cas selon les théories de l'époque, on pensait carrément que la planète ne pouvait pas exister. Elle ne devait pas exister là où on l'avait trouvée, parce qu'on pensait vraiment que les planètes gazeuses se trouvaient loin de leur étoile. Étant donné que lorsqu'elles se forment, elles se composent d'éléments qui ne se trouvent que loin de l'étoile. Et donc comment celle-ci aurait pu être aussi près? Est-ce qu'elle n'aurait pas migré, hein, se serait formé un endroit et allé vers un autre? Mais en tout cas, à l'époque, la découverte semblait vraiment défier les lois de la physique, quoi. C'est vrai que par exemple, pour comprendre un peu mieux, si vous prenez ce graphique-là, on voit ici les avantages et les inconvénients de prendre soit du verre, soit du sable pour mettre dans son filtre à piscine. Bon là, ça nous aide pas des masses à comprendre ce que la planète foutait là. Mais si vous prenez ce graphique, vous voyez ici les 8 planètes du système solaire classées sur l'axe des abscisses par rapport à leur distance au Soleil. Bon là, c'est pas fait à la louche, c'est carrément fait à la marmite. Hein. Et sur l'axe des ordonnées, ici, rangées par leur masse. On se rend bien compte qu'il y a 2 groupes, les petites planètes telluriques, pas très massives et proches de leur étoile, et les grandes planètes gazeuses, très massives, situées loin de leur étoile. On va dire en gros qu'il y a les jaunes et les verts. Et nous, on connaissait que ce modèle. Et bah là-dessus, le Michel et le Didier, ils nous découvrent une planète jaune, mais qui se trouve chez les verts. Une planète traîtresse. Allez, les autres, elles l'ont regardé et ils ont dit « Enculé de ta race !» Et c'est ça qu'on a appelé la bataille des planètes. C'est pour ça qu'au départ, on pensait que c'était pas possible, parce que nos modèles de formation de planètes expliquaient très bien notre système, mais pas tellement les autres. Et en fait, eh bah si, ça va, tout va très bien, c'est normal, parce que si vous voulez, après, il y a les Américains qui ont commencé à annoncer qu'ils avaient trouvé aussi d'autres systèmes, d'autres planètes un petit peu pareils. Et donc à partir de là, bah, le monde entier s'est dit, voilà, c'est bon les gars, si les Américains l'ont trouvé, c'est que ça doit être vrai, fatalement. Je veux dire, quelque part, c'est quand même les Américains qui ont expliqué au reste du monde comment on détruit le vaisseau dans Independence Day. Expliquez-leur comment on peut se débarrasser de ces salauds. Et sans eux, on serait morts, les gars. C'est comme dans Armageddon, c'est pareil. Bah, pendant que les Américains ils sauvent le monde, bah, nous les Français, on fait les gogoles dans une 2 chevaux. C'est bien, les gars, super. Et depuis, on a découvert des centaines de planètes qui rentrent dans cette catégorie qu'on appelle les Jupiter chauds. Et on a dû un petit peu revoir et réajuster nos modèles de formation des planètes. Et c'est ça qui a été ouf. C'est vraiment avec ça, on a compris que ça allait envoyer du lourd. Direct, la première planète qu'on découvre, c'est un truc qu'on n'a pas dans notre système solaire. Une planète géante comme Jupiter, mais qui au lieu d'être loin et donc froide et qui tourne lentement autour de son étoile, 11 ans pour Jupiter, bah là elle est très proche, donc très chaude, et elle tourne autour de l'étoile en seulement 4 jours. C'est là on s'est dit oulala, les gars, là on a mis le doigt sur quelque chose. Et ensuite on a continué à découvrir d'autres planètes, et finalement on découvrait plus de planètes qui rentraient dans aucune catégorie qu'on avait chez nous, que de planètes qui rentraient dans les catégories qu'on connaissait déjà. On découvrait aussi notamment des super-terres, c'est les planètes qui sont entre les planètes gazeuses et les planètes telluriques. Alors bon, c'est les planètes telluriques, mais qui ont des masses entre 2 fois et jusqu'à 10 fois la masse de la Terre. Nous, dans notre système solaire, des 4 planètes telluriques, c'est nous les plus gros. Hein, mais finalement, avec les découvertes, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les plus gros en matière de planètes telluriques. Et ça, c'est fort, ça. C'est très fort. En tout cas, si on devait résumer les 20 dernières années de découverte en un seul mot, on pourrait utiliser le mot diversité. On a découvert des planètes plus petites que Mercure, des plus grosses que Jupiter, des planètes de diamants, des planètes de lave. Et c'est cette diversité qui nous aide à mieux comprendre la place de notre système solaire dans la galaxie. Ça nous aide à mieux comprendre la formation des planètes et quelque part à comprendre nos origines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tout ça, ça a été fait en 6 jours, putain, le mec il a pas chômé, hein. Il bossait pas à la poste, on comprend qu'il fasse plus rien depuis. Hein. Alors à quoi elle ressemble, le petit louloute? Bonne question. Bon bah niveau taille, il y a tout, hein. Ça va d'à peu près la
moitié du rayon de la Terre jusqu'à plusieurs fois celle de Jupiter. Niveau masse, c'est pareil. Et niveau température de surface, vous avez des planètes en mode sub-zéro et d'autres planètes en mode scorpion. Quand on découvre une exoplanète, selon la méthode qu'on utilise, on va en parler après, on arrive à calculer sa masse, sa période de révolution, son rayon, sa taille, les composés chimiques de son atmosphère et même sa température. Et ce sont tous ces trucs-là, et surtout la masse, qui nous permettent de savoir si par exemple c'est une planète gazeuse ou tellurique. S'il fait chaud ou s'il fait froid, s'il peut y avoir éventuellement de l'eau liquide, est-ce qu'il peut y avoir du coup des conditions favorables pour accueillir la vie. Mais le plus important, on pourrait dire que c'est sa masse. Voilà, une exoplanète se définit principalement par rapport à sa masse, et une fois qu'on l'a trouvée, en combinant plusieurs types de méthodes de détection, on peut arriver à trouver les autres éléments et on peut ensuite la classer. Alors comment on les découvre justement? Parce que la découverte d'une exoplanète, ça se fait d'un seul coup. Ah non, raconte pas de conneries. Une découverte d'exoplanète se fait graduellement, au fur et à mesure, comprenez-vous? Y a pas un gars qui dit à ses collègues: putain les gars, je viens de découvrir une exoplanète complètement par hasard. On mesure le mouvement ou la luminosité d'une étoile une nuit, on remesure la même chose la nuit suivante, on remesure la même chose la nuit encore suivante, on et c'est seulement au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on peut voir s'il y a des changements et qu'on peut comprendre qu'il y a une planète. Alors justement, parlons des différentes méthodes de détection. Il y a d'abord la méthode dite des vitesses radiales. C'est un peu la méthode la plus utilisée. C'est comme ça que le Michel et le Didier, ils ont découvert leur planète. Ça consiste à calculer les fameuses variations de vitesse de l'étoile dues à la présence d'une planète. Comprenez qu'une étoile toute seule ne bouge pas. Enfin, si elle bouge quoi, je veux dire, elle bouge autour du centre de sa galaxie. Mais c'est pas ça qui est important. Dans son environnement, on va dire qu'elle est fixe. Mais une étoile qui a une ou plusieurs planètes qui lui tournent autour va bouger. Et comment exactement? Ça c'est l'étoile, ça c'est la planète. Bon la planète quand elle tourne autour de l'étoile comme ça, l'étoile elle reste pas fixe, elle va se mettre à bouger comme ça, à cause de l'attraction gravitationnelle. Et plus la planète est massive, plus l'étoile va bouger, voilà. Mais on a déjà parlé de ça les mecs. Et si on arrive à repérer des variations périodiques sur le mouvement de l'étoile, et ça veut dire qu'il y a une planète qui lui tourne autour. Mais il faut que les planètes soient évidemment très massives, c'est pour ça que les plus grosses planètes type Jupiter sont plus faciles à trouver. Comme elles ont une masse importante, elles font dévier l'étoile dans leurs deux sens, et ça on arrive à le voir, notamment avec ce qu'on appelle l'effet Doppler. Deuxième méthode, les transits. Alors ça, c'est vraiment facile à comprendre. Bon, pour vous expliquer, ça, c'est le Soleil. Ça, c'est ma bite. Non, ça, c'est une planète. Et en fait, tout simplement, ce qui se passe finalement, c'est que quand la planète, n'est-ce pas, passe devant l'étoile, elle cache un tout petit peu de sa lumière. Et ça, on est capable de le détecter. Même si la planète cache ne serait-ce que 1% de la luminosité de l'étoile, on arrive à le voir. Mais encore une fois, ça, c'est pour les grosses planètes. Pour les petites planètes, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, pour ne pas dire impossible. Ah, mais là, elle cache que 1 millième, voire même un 10 millième de la luminosité. Je veux dire, elle cache rien, quoi. Un peu comme les string ficelles, ça cache rien. Ah, j'ai mis une photo d'un mec un peu pour changer, mais ça veut pas dire que... Et ensuite, quand elle passe une deuxième fois et une troisième fois, on connaît sa vitesse de rotation et plein d'autres trucs. On peut même déterminer la taille de la planète et aussi sa composition. Parce que la lumière de l'étoile passe par l'atmosphère de la planète et certains rayons sont retenus. Et nous, on peut savoir lesquels. Et si on connaît la taille et la masse, on peut donc calculer la densité et savoir si c'est une planète tellurique ou gazeuse. Et on peut commencer à avoir un peu un portrait robot de la planète. Est-ce qu'elle a une moustache? Est-ce qu'elle a un chapeau? Est-ce qu'elle a des lunettes? On joue un peu à qui est qui, quoi. Mais qui est qui? La méthode des transits, c'est quand même pas simple parce que l'étoile devant laquelle passe la planète, en général, elle est pas passive, je veux dire, elle est active. En tout cas, c'est pas une grosse boule de feu qui reste tranquille, pépère, en mode poseille toute sa vie. Il y a de l'activité, il y a des éruptions aussi, comme les éruptions solaires. Il y a aussi des tâches qui tournent également. Ah, mais il faut arriver justement à corriger cette activité stellaire et c'est pas toujours évident. Et il y a les faux positifs aussi. Qu'est-ce que c'est? Si au moment où la planète passe devant son étoile, il y a une autre étoile qui a putain de rien à voir, qui se trouve exactement dans le même angle de vision, parce qu'elles sont quand même quelques-unes dans la galaxie, 200 milliards, et elle va se retrouver sur le même pixel à l'écran. Et finalement, leurs lumières vont s'additionner et la planète va cacher que très peu de lumière. Donc on va croire qu'on a trouvé une toute petite planète alors que finalement elle est beaucoup plus grosse. Ah non, mais vous croyez que c'est facile, vous? Non, mais de toute façon, même avec tout ça, on arrive quand même à gérer le truc, on a vraiment de la technologie de dingue, complètement. C'est clair, bientôt on aura des... Je sais pas. On pourrait parler aussi de la technique des micro-lentilles gravitationnelles. Alors, les micro-lentilles, ça c'est vraiment une méthode de ouf. Là vraiment on se fait chier. Mais on a pu quand même détecter des exoplanètes avec cette méthode. 2, je crois. L'idée c'est que quand une planète passe entre son étoile et nous, la gravité va faire courber les rayons de son étoile et les concentrer en un point comme le ferait une lentille optique grossissante. Les rayons lumineux vont être déviés et courbés par la planète à cause de son champ gravitationnel. Ah non mais c'est complètement taré le truc. Et depuis la Terre, on pourra observer des effets d'optique comme la déformation, le grossissement ou même l'augmentation de la lumière de l'étoile. Mais c'est carrément chaud parce que la probabilité quand même qu'on soit pile Tu vois, sur le bon alignement entre la planète, l'étoile et nous, c'est en gros une chance sur 1 million quoi. Mais tu m'étonnes qu'on trouve pas beaucoup de planètes avec ça. En tout cas, retenez bien une chose, c'est que toutes ces planètes qu'on a détectées, on ne les voit pas. On sait qu'elles sont là à cause des effets qu'elles produisent sur leur étoile, mais on ne les a jamais vues. On les a jamais vues? Vraiment, aucune. Non.
Eh bah si, mesdames et messieurs, on peut les voir. Il y a carrément des oufs qui font de l'imagerie directe, ils font des photos des exoplanètes. Là mon pote, t'as intérêt d'avoir des télescopes avec des capteurs ultra puissants et sensibles. Parce que faire une photo d'une planète qui est elle-même noyée dans la lumière de son étoile qui se trouve à des dizaines ou des centaines d'années-lumière, c'est comme si t'essayais de prendre en photo un moustique qui vole dans la lumière d'un phare qui est situé à New York alors que toi t'es à Paris. C'est quand même un peu chaud quoi. Jusqu'à maintenant, il y a que Chuck Norris qui a réussi. 2 fois. Avec un iPhone 3GS. Plus sérieusement, la première personne à avoir fait la photo d'une exoplanète était une femme. Et elle s'appelait Anne-Marie Lagrange, une astrophysicienne française. Et ouais, une meuf. Comme quoi. Hein. Cette brillante femme a été la première à avoir fait une observation directe d'une exoplanète en prenant cette photo. Alors bon, ça ressemble à pas grand chose. Hein. On dirait un peu un trou du cul, un trou noir, enfin c'est pareil. Ça peut aussi faire penser à une baleine bleue très ronde, vue de l'arrière, qui aurait mangé le Mexicain, vous voyez. Mais en fait non, là, vous voyez l'étoile Beta Pictoris, une étoile à 63 années-lumière dans la constellation du Peintre. C'est dans l'hémisphère sud, laissez tomber. L'étoile est un poil plus massive et un peu plus lumineuse que le Soleil. Et là, ça c'est une exoplanète, mon pote. Et pas une petite, hein, elle est plus grosse que Jupiter. C'est aussi pour ça qu'on a réussi à la voir. En fait, là, la prouesse, c'est d'arriver à masquer la lumière de l'étoile pour voir ce qu'il y a autour. Un peu comme lors d'une éclipse totale, quand la Lune recouvre la surface entière du Soleil, on peut arriver à voir ce qu'il y a autour. Ah oui, parce que tout le problème est là en fait. C'est-à-dire quand on cherche une exoplanète proche de son étoile, bah quand on pointe le Soleil, on est complètement ébloui. Je veux dire, on est en mode Oh la lumière, merde! Mais justement, si on arrive à masquer la lumière de l'étoile, du coup on n'est plus ébloui et on peut voir un peu ce qu'il y a juste à côté. Et bah ça les copains, il y a des instruments qui arrivent à le faire en utilisant des techniques ultra balèzes qu'on appelle l'Huracan. Avec ça, t'es imbattable. Plus sérieusement, c'est une technique qu'on appelle la coronographie. Je vous mets des articles dans la description parce que c'est super balèze ça. Et c'est pour ça aussi qu'on peut détecter des planètes jeunes et chaudes, mes préférées. Elles sont encore chaudes dues à leur formation, donc elles rayonnent plus que les autres. En tout cas, ça prouve qu'on peut détecter des planètes en imagerie directe. Et ça fait plaisir. Bon, évidemment, c'est pas la même photo que si je te montre une photo d'une planète comme ça. Hein. Là, Beta Pictoris B, elle fait 4 pixels. Mais bon, comme disait Galilée, mieux vaut 4 pixels que pas de pixels du tout. Pour l'instant, on a fait qu'effleurer le domaine de l'imagerie des exoplanètes. On peut le faire qu'avec des grosses planètes qui sont loin de leurs étoiles. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, avec des instruments toujours plus sensibles et puissants, on arrivera à prendre directement des images des petites planètes telluriques. Alors du coup, avec toutes ces techniques combinées là, et encore il y en a dont j'ai même pas parlé, et bah en matière d'exoplanètes, on trouve absolument de tout. Par exemple, des planètes comme Kepler 10b, tellement proches de leur étoile qu'elles sont calcinées en mode Mustafar. La surface doit être composée de roches en fusion, de feu et de lave, ça se trouve il y a peut-être même des Jedi qui se battent dessus. D'ailleurs, comme par hasard, ça là, elle se trouve dans la constellation du Dragon. Encore un coup des Illuminati, hein. Ou des Arabes, ou des Chinois, ou les trois en même temps. Il y a aussi des planètes comme Kepler 16b qui tournent pas autour de une mais de 2 étoiles en mode Tatooine. Ah mais je vous ai dit les gars, hein, Star Wars, vous croyez que c'est une fiction, mais non, c'est un documentaire. Il paraîtrait même que, à ce qui paraît, qu'il y aurait des courses de podracers dessus. Il y a la planète OGLE 2005 BLG 390LB. Putain, vache, je vais boire un verre d'eau là parce que franchement un peu plus là. En fait tout ça c'est le nom de l'étoile et B c'est juste pour la planète. En fait, oula. Oui parce que si vous demandez comment on les nomme, bah en fait on prend le nom de l'étoile auquel on rajoute des lettres pour les planètes et on commence par B pour la première planète, le A étant l'étoile. Par exemple, si on découvre une planète autour de l'étoile Sirius, bah elle s'appellera Sirius J. Mais non putain, B. Bah mais t'es con bordel, je t'explique et tu comprends rien là. Et donc celle-là là, au GLE 2005, mes couilles là, c'est une super terre de glace en mode haute. C'est même carrément comme ça qu'elle est surnommée, hein. Elle est vraiment surnommée la planète haute. Ah non mais je vous raconte pas de conneries les gars, je vous l'avais dit hein. De toute façon, quand il s'agit de Star Wars, je raconte pas de conneries, je suis sérieux. Jar Jar Binks c'est le meilleur personnage de la saga, avec Aragorn. Et il y a encore d'autres planètes comme Gliss 1214b aussi, qui pourrait bien être une grande planète océan de par sa densité et sa taille. On comprend que bah, ça pourrait être une planète où il y a que de l'eau, en mode Camino. Et là je peux vous dire que niveau profondeur c'est pas la fosse des Mariannes, hein. Là on est à des profondeurs de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de kilomètres. Ouais, dans ton cul Jacques Mayol. Dis donc, vous avez pas remarqué un truc là? Vous demandez pas pourquoi à chaque fois que je vous parle d'une exoplanète elle s'appelle quasiment tout le temps Kepler quelque chose? Encore un coup des illuminés. Non, ça n'a rien à voir. C'est les Chinois. Non, ça n'a rien à voir, je te dis. Kepler c'est le nom de télescope qui en a trouvé énormément. Quand on l'a lancé en 2009, si tu veux, le télescope il a une mission, même 2 d'ailleurs. Observer 150 000 étoiles en 3 ans, trouver combien il y a d'exoplanètes qui orbitent autour et combien d'entre elles sont potentiellement habitables. Ça fait 3 missions. Et dès le départ, il détecte des baisses de lumière sur plein d'étoiles. En 6 semaines, il en trouve 5 nouvelles. Bam! Et là, c'est juste un tour de chauffe, hein. Il est juste à ses étirements, hein. Il est pas passé en Super Saiyan. Et ouais, parce qu'un an après son lancement, il passe en SSJ2 et là, il te répertorie plus de 700 exoplanètes potentielles, le mec. Enfin, le télescope. Et alors? Non mais attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avant qu'il soit là, il fallait des mois, voire des années pour en détecter une. Bah ouais, parce que pour valider la présence d'une planète, il faut observer plusieurs passages devant son étoile. Et ouais, mais on fait pas n'importe quoi, on valide pas un truc à la première baisse de luminosité qu'on voit. Des baisses de luminosité, il peut y en avoir plein, c'est pas obligatoirement dû à la présence d'une planète. Il peut y avoir plein d'autres trucs qui passent devant, je sais pas moi, un oiseau, le Père Noël, j'en sais rien. C'est moi le Père Noël. En tout cas, ça prend les plombs, parce que si la période de révolution de la planète autour de son étoile c'est 10 jours, ça va. Je veux dire, en 20 ou 30 jours, en un mois c'est réglé. Mais si elle met 10 ans pour tourner autour de son étoile, tu fais comment? T'attends 20 ans ou 30
250 ans? Bon, ça peut encore le faire, mais c'est long. Et si elle met 250 ans pour le faire, tu fais quoi? Bah t'en cherches une autre. Enfin bon, là je parle que la méthode des transits, hein. Encore une fois, il y a d'autres méthodes. Et Kepler, lui, il regarde tellement l'étoile en même temps tout partout qu'il te détecte 2 exoplanètes par jour. Ah mais lui, il est pas là pour enfiler des perles, hein, il bosse. Hein. Je peux te dire que lui, il travaille pas au gouvernement. Et le 5 décembre 2011, il découvre pour la première fois une exoplanète dans la zone habitable de son étoile, Kepler 22b, à 600 années-lumière. Alors là, forcément, tout le monde s'emballe, quoi, tu vois, parce que là, on se dit, il y a peut-être moyen de trouver des E.T., tu vois. Et ouais, mais l'étoile, elle est presque comme le Soleil, tu vois, c'est une étoile de type G. Bon, ça, c'est encore un autre truc, on verra plus tard. La planète, elle a une orbite à peu près comme la Terre autour du Soleil, elle tourne autour de son étoile en moins de 300 jours, tu vois. Bon, ça commence à faire quelques points communs. Après, on trouve sa taille, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on trouve une taille plus grosse que nos planètes telluriques, mais plus petite que nos planètes gazeuses. Elle est entre les deux. Alors du coup, bah, au départ, on sait pas trop si c'est une planète gazeuse ou une planète tellurique. Alors il y a le directeur de la NASA qui arrive, qui prend la parole et qui dit: on a trouvé une planète mi-rocheuse, mi-gazeuse et remi-rocheuse derrière. Après, le truc, c'est qu'on découvre aussi beaucoup de planètes qui sont très proches de leur étoile, mais surtout qui sont en rotation synchronisée. C'est-à-dire qu'à cause de la force des marées, bah, leur rotation a été verrouillée et elles présentent toujours la même face à leur étoile, un peu comme la Lune fait avec la Terre. C'est le cas par exemple des planètes du système trappiste dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça, évidemment, bah, ça peut être chiant parce que ça veut dire que même si la planète est dans la zone habitable, bah, elle présente toujours un même côté à l'étoile, donc elle a une face qui est complètement cramée, et l'autre côté qui est toujours dans l'ombre, bah il est complètement gelé. Donc bah pour le développement de la vie, c'est carrément chaud. Avec toi, rien n'est jamais possible. Non mais je dis pas c'est pas possible, je dis juste c'est quand même très différent de ce qu'on a chez nous. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Oui, bah dans mon esprit, bah, quand il fait 200 au soleil et moins 200 à l'ombre, c'est pas dans mon esprit. Mais bon, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on puisse s'installer sur la partie entre les deux, hein? On appelle ça le terminateur, la frontière entre l'ombre et le soleil. Ce serait cool, il y aurait toujours un peu une ambiance de coucher de soleil, là il serait toujours sur l'horizon, on aurait toujours l'impression d'être à l'apéro, tu sais. On pourrait l'appeler la planète apéro. Après Kepler, on peut aussi parler de HARPS, le spectrographe installé sur le télescope de 3,50 m dans le désert de l'Atacama, c'est à côté de Mulhouse. Ah oui? Non, c'est au Chili. C'est l'instrument le plus puissant du monde. Genre lui, il te découvre des systèmes de planètes complets, quoi, avec des planètes telluriques et tout. Et lui non plus, il est pas là pour se marrer. Ah mais de toute façon, on rigole pas, hein. 12 par sec est une chaîne très sérieuse. Bon après, il n'y a pas que, hein. Il y a Hubble aussi, hein. Il a apporté sa petite contribution en découvrant quelques petites planètes avec la méthode des transits. Il y a un autre télescope aussi qui est en orbite, qui s'appelle Koro. J'ai changé une lettre et ça fait Karo, le vrai nom de Sangoku, notre sauveur à tous. Et dans quelques années, on va lancer aussi d'autres télescopes qui seront encore plus précis et qui seront capables d'analyser la composition atmosphérique des planètes, et là, ça va envoyer du lourd. Ouais, parce que t'imagines, on trouve une exoplanète sur laquelle on détecte de l'hélium, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. Et bah là, on se dit, tant pis. Bah oui, mais notre atmosphère, ça n'a rien à voir, hein. Nous, c'est de l'azote et du dioxygène. Mais justement, si on trouve une planète avec une atmosphère faite de dioxygène et d'azote, bah ça servira à rien, parce que de toute façon, on pourra pas y aller, donc je vois vraiment pas à quoi ça sert vos conneries. En tout cas, retenez une chose, les amis, c'est que quasiment toutes les planètes qu'on a découvertes jusqu'à maintenant sont plus grosses que la Terre, ce qui veut dire que nous, on habite une petite planète, donc préservons-la au lieu de la foutre en l'air. Non, mais on rigole, mais à un moment donné, on va tous crever, hein, donc faut quand même essayer de faire un peu gaffe. Allez, c'est tout pour cette fois, on a fait le tour, une vidéo encore un peu longue, mais il y avait tellement de choses à dire, il faut passer un peu de temps si on veut aborder un peu tous les sujets. À ce propos-là, tiens, temps mort, une petite question rapide et un peu sérieuse. En 2019, j'aimerais essayer d'augmenter un peu le rythme de publication des vidéos en passant de 1 à 2 par mois, de peut-être 2 à 3 par mois. Si possible plus, ça va être chaud, mais bon, j'aimerais bien essayer de faire ça. Et pour pouvoir faire ça, bah, j'ai deux solutions. Soit je change mon contrat à mon taf, et pour des raisons personnelles, je vous prie de me croire que c'est pas évident. Soit je fais des vidéos un peu moins longues. Alors les amis, la question est la suivante, et franchement c'est sérieux. Qu'est-ce que vous diriez de, à partir de maintenant, voir un peu plus de vidéos un peu moins longues? J'ai vraiment envie de connaître votre avis là-dessus, parce que ça fait quelques temps que je réfléchis à ça, et je sais pas trop comment vous le prendriez, donc utilisez tout ce que vous pouvez pour me le dire, le commentaire, le like, le partage, l'abonnement, mais aussi Twitter, Facebook et puis d'autres choses, Tipeee, Utip. On m'a demandé pour Utip, j'ai demandé le truc, je suis en train d'attendre la confirmation. Moi j'attends une torche pour Messire. Enfin voilà, si vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette idée, ce serait pas mal. J'espère que ça vous a plu. Deux mots très rapides à propos de ma dernière vidéo sur les idées reçues. Je tiens absolument à vous présenter mes plus sincères excuses pour les 2-3 petites coquilles qui se trouvaient là-dedans, notamment quand je parle des saisons. Je raconte un truc un peu qui en fait est un peu chelou, en fait c'est pas ça. C'est-à-dire que je raconte un truc sur lequel ça sert à rien de s'étaler et finalement la cause est tout autre. Et vous avez eu raison de me reprendre, y a pas de souci, merci pour ça, vous l'avez fait de manière très cool et très soft. Il y a 3-4 messages qui ont été un peu durs, mais bon écoutez, bah, c'est pas très grave, de toute façon, dans l'absolu, vous pouviez avoir raison. En tout cas, bah, si c'est pas encore fait, regardez les commentaires et les annotations, les corrections sont disponibles. Merci encore, je vous embrasse très très fort, merci beaucoup aux tipeurs, vous envoyez du lourd. Si ça continue comme ça, je pourrais peut-être m'acheter une vraie caméra dans pas trop longtemps. Et oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais depuis le début de ma chaîne, depuis le tout premier épisode jusqu'à celui-ci maintenant, je filme avec mon iPhone. Pour l'instant ça passe, mais si je veux aller un peu plus loin, bien sûr, ce serait cool d'avoir du meilleur matos. Merci encore, bisous tout le monde, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.